Est-ce qu'il y a encore des joueurs de PS Vita ici? Au vu des vues, on dirait que oui, ça me rassure. C'est beau les consoles qui ont une seconde vie après leur mort. Moi par exemple, en 2012, je l'ai pas acheté. Trop cher avec ses cartes mémoire. Et c'est pas comme si j'avais pu la tester chez des potes, personne l'avait. Je me souviens que la première fois que j'ai pu l'essayer, c'était sur une borne à la Fnac Saint-Lazare, sur Wipeout 2048. Je pouvais pas bien me rendre compte du poids de la bête vu qu'elle était solidement accrochée, mais l'image était propre, on était clairement au-dessus de la PSP. J'ai finalement attendu 2018 pour l'acheter d'occasion à 50 balles, donc autant vous dire qu'il y avait quasiment plus aucun jeu qui sortait dessus. Mais je m'en foutais. Ayant été un pro Sony toutes ces années, j'étais resté longtemps abonné au PS Plus, et même sans posséder la Vita, avec le temps, j'ai pu ajouter plein de jeux à ma bibliothèque. Donc ça a été un achat hyper rentable. Je me suis tellement éclaté dessus dès 2018, un an après la sortie de la Switch, que j'ai commencé à faire plein de vidéos dessus, que je vais vous rediffuser maintenant. Non mais je rêve, ça fait 4 ans que je vous fais des vidéos sur la Vita et vous en avez toujours pas acheté une. Qu'est-ce que je peux encore faire? Bah vous montrer des jeux qui font baver peut-être. Alors pas un top 10, mais une sélection de 10 jeux qui, selon moi, collent bien à l'identité de la dernière console portable de Sony. On commence avec Killzone Mercenaries. Non pas que les FPS ça soit un genre que j'affectionne beaucoup, mais celui-là c'est surtout une vitrine technologique de la Vita. C'est la première fois qu'un FPS portable était aussi abouti. Jouable avec les deux sticks, le gyroscope pour ajuster la vue, l'utilisation de l'écran tactile, des super graphismes et une mise en scène grand spectacle. Faut kiffer passer son temps à tuer des gens, mais si tu cherches un jeu de tir AAA exclusif sur la machine, tu trouveras pas mieux. La Metal Gear Solid Collection, avec les deux MGS de la PS2. Ça c'est des grands jeux. Et en fait, je peux inclure ici tous les autres compilations HD de l'ère PS2. On en a eu plein sur Vita. Et le fait d'avoir tout ça sur une console portable, ça les rend encore plus indispensables ces compilations que sur PS3. Il y a Final Fantasy X, les God of War, Jak and Dexter, Sly Cooper, Ratchet & Clank. Elles commencent à coter les compiles, mais on comprend pourquoi. À défaut d'avoir une sorte de console virtuelle PS2 Classics, c'était une super façon de jouer aux jeux cultes Sony de la génération 128 bits. Muramasa Rebirth, un jeu d'action avec une 2D somptueuse signée VanillaWare. D'ailleurs, vu qu'on recommence à parler d'eux grâce aux quelques portages qui arrivent sur Switch, comme 13 Sentinels et Grim Grimoire, je vais en profiter pour citer les autres jeux du studio que tu peux déjà faire sur Vita. En plus de Muramasa, t'as Odin Sphere, un peu dans le même style, qui a été bien amélioré depuis la version PS2, et puis Dragon's Crown, si tu kiffes un mélange de beat'em all et RPG, toujours avec des visuels atypiques. En parlant de jeux 2D jolis, il y a Rayman Legends qui existe aussi, faut pas l'oublier. Je le mets pas vraiment dans cette sélection de 10 jeux parce qu'il est trouvable sur tous les appareils électriques qui existent, mais il exploite bien les capacités de la console, puisque à l'époque, c'est la seule version qui héritait des features de la Wii U, avec le gyroscope et l'écran tactile. Ça se prête à des petites sessions nomades en plus, et les graphismes 2D rendent bien sur l'écran Vita. Vous aimez F-Zero? Vous aimez 2048? Alors jouez à Wipeout 2048. Belle vitrine aussi. Un bon jeu de course, des tracés variés, des modes variés. Seul souci, il est pas en 60 FPS. Mais on s'y fait après quelques courses. En même temps, c'était courant sur Vita de pas avoir des jeux ultra fluides. Il paraît que si tu mets un custom firmware, tu peux débloquer de la puissance, et ça fait qu'il y a pas mal de jeux qui tournent mieux sur une Vita craquée, comme Assassin's Creed Liberation ou Borderlands 2. C'est des gros jeux aussi ça, et ils coûtent pas cher dans les caches. Pour le 5ème jeu, je vais en fait citer une trilogie. La trilogie Zero Escape. Dis-toi que cette série, c'est comme avoir un escape game dans sa poche, avec une ambiance glauque et un super scénario. Des puzzles à résoudre rythmés par des phases de dialogue prenantes. Dans l'idée, c'est un peu Saw en jeu vidéo. Je connaissais pas les jeux comme ça, et c'était une chouette curiosité. Uncharted Golden Abyss. C'est pas rien un full Uncharted exclusif PS Vita. Il est sorti au lancement, et si on avait eu des jeux de cette trempe tous les ans, elle aurait peut-être fini par cartonner cette petite console. Faut aimer tuer des gens, encore une fois,
mais c'est rythmé par des phases d'énigmes et de plateformes dans des super décors. Il est vraiment beau. Il utilise beaucoup l'écran tactile aussi, mais là c'est même trop je trouve. Il force un gimmick de la console qui en avait pas besoin, à coup de va nettoyer toute la poussière sur les bibelots que tu trouves. Alors que Tearaway, il utilise toutes les features de la console, mais ça sert le gameplay. C'est un vrai titre original que je conseille à tous ceux qui viennent de choper une Vita et qui veulent voir en quoi elle se différencie d'une 3DS ou d'une Switch. C'est un jeu de plateforme mignon et coloré qui exploite la caméra et même l'écran tactile arrière. Gravity Rush, une des plus grosses sorties de la console. Une ville à explorer, il y a des quêtes, un bel univers, des combats, de la plateforme et une mécanique sympa qui consiste à changer le sens de la gravité. Ça te permet de voler ou de monter sur les façades des bâtiments. Son gameplay aérien, c'est son principal facteur différenciant. Je me souviens qu'il avait marqué beaucoup de monde au début de la Vita parce que c'était un de ses premiers jeux très ambitieux. Persona 4 Golden. Pour beaucoup de monde, c'est le meilleur jeu Vita tout court. Je l'ai vu premier dans tellement de tops. Moi, j'irai pas jusque là, mais faut avouer qu'il a une super ambiance pour un JRPG. Les musiques sont top et le scénario est original, même s'il traîne un peu trop en longueur. C'est un très gros jeu, faut le savoir. Techniquement par contre, rien de folichon, c'est un portage de la PS2, mais avec du contenu en plus. Si tu veux découvrir Persona mais que t'as pas de PS4, c'est un bon point de départ. Un autre gros JRPG mais orienté action cette fois, Ys 8. J'aime bien. Et lui c'est pas un portage, c'est un vrai jeu Vita ambitieux, sorti en toute fin de vie de la console et conçu à la base spécifiquement pour elle. Il y a une caméra libre en plus, donc moi je suis aux anges, ça renforce d'autant plus l'immersion pendant l'exploration. Comme toujours dans les jeux Ys, les mélodies des musiques sont bien cool, et il y a pas mal de contenu si tu cherches un bon gros jeu qui va t'occuper plusieurs semaines. Si avec ça rien ne vous donne envie de jouer à la Vita, c'est qu'elle est définitivement pas pour vous. Tant mieux, ça en fait plus pour les autres. Après, il y a aussi plein de petits jeux que j'ai pas cités mais que je kiffe, comme Pick the Cat ou Paper Please. Et certains s'amuseront certainement beaucoup sur un Minecraft ou Dragon Quest Builders si vous aimez la survie et la construction. Niveau gros RPG, il y a Trails of Cold Steel aussi si vous aimez les RPG très longs au tour par tour, Disgaea A4 si t'es en quête de tactical, et Tales of Hearts R pour l'action RPG. Les trucs à la Monster Hunter c'est pas mon délire, mais notez qu'il y a Freedom Wars et Soul Sacrifice aussi qui ont une bonne réputation. Et puis c'est sur Vita aussi que j'ai découvert des point and click très drôles comme Grim Fandango ou Day of the Tentacle. Bref, il y a des titres pour plein de niches de joueurs, je vous ai pas du tout cité que 10 jeux, désolé pour le clickbait. Et bien sûr, t'ajoutes à ça les jeux PSP et PS1, s'il t'en reste à faire. Je le redis, mais acheter une PS Vita c'est un deal super intéressant. Si tu négocies un peu sur des sites de vente d'occasion, tu peux trouver des lots sympas pour moins de 100€, avec des jeux et une carte mémoire. En revendant les jeux séparément derrière, tu peux parfois même complètement rembourser le prix de ta console. Donc ça te fait une Vita gratuite. Et si sur YouTube tu suis un tuto pour modifier le firmware, t'as de quoi t'éclater dessus des centaines d'heures sans jamais dépenser 1€ de plus. Je suis toujours pas lassé de cette console, je continue d'y jouer et j'aime bien le fait que je puisse aussi insérer mes cartouches dans une PS TV pour jouer en mode salon quand j'ai envie. C'est un peu la Switch de Sony. Donc je continue de rechercher des jeux, mais en physique ça devient compliqué. Déjà parce que j'en ai pas mal maintenant, ça réduit mes possibilités de faire de nouvelles acquisitions quand je me balade dans des caches, mais aussi parce qu'il n'y a pas énormément de jeux qui sont sortis en physique en Europe, ou alors ils sont super recherchés et hors de prix. Pourquoi donc ? Parce que je vous le donne en mille, la PS Vita a bidé en Occident. En revanche, il existe un territoire où c'était pas le cas. Sa terre d'origine, le Japon. Sans dépasser la 3DS, elle avait suffisamment de succès pour que les développeurs continuent de sortir des jeux dessus. Et donc, à l'image de la Sega Saturn, au Japon, les jeux PS Vita sont plus nombreux et ils coûtent moins cher que chez nous. Il n'en fallait pas plus pour me convaincre de flinguer mon bilan carbone en me rendant à l'autre bout de la planète pour renflouer mes stocks de jeux vidéo et aussi tester les toilettes qui lavent ton anus. Oh,
c'est tout chaud! Acheter des jeux Vita au Japon, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Au moins 3. Donc c'est parti pour 3 raisons d'acheter des jeux PS Vita au Japon. Déjà, la console est dézonée. Tous les jeux fonctionnent sur ta PS Vita française. Par contre, faut prendre l'habitude que dans les jeux asiatiques, c'est rond qui valide, et pas croix. Deuxième raison, certains jeux achetés à l'étranger sont en français malgré tout, ou en anglais, ou alors ne nécessitent pas de parler la langue pour être appréciés. Et enfin, certains jeux sont exclusifs au Japon. C'était impossible pour nous de nous les procurer autrement. Ou alors en dématérialiser sur le store pour certains, tandis que le Japon a souvent eu droit à une version physique. Et vous savez combien j'aime avoir mes jeux dans des petites boîtes, parce que le physique ça défonce. J'ai donc visité plusieurs boutiques d'occasion au Japon, et j'ai acheté quelques jeux vidéo. Ils se sont régalés les Japonais sur cette console, c'est ouf tout ce qui est dispo dessus. Les rayons d'occasion sont encore pleins dans les boutiques, parfois même aussi remplis que les rayons 3DS, alors qu'en France c'est déjà un exploit d'avoir un FIFA ou Invisimals dans un vieux bac promotion au milieu des figurines pop. Au Japon non, les styles qui dominent c'est des trucs de niche chez nous, genre les visual novels cochons, les RPG obscurs ou les combats de robots. Voyons ensemble ce que j'ai acheté en espérant que ça vous donne quelques idées. On commence avec Puyo Puyo Tetris, qui n'a pas eu le droit à sa version physique Vita en Europe. Et vu que j'adore ce jeu et que j'adore la PS Vita, j'avais pas le choix. Je l'ai croisé à 14€, j'ai pas hésité. Pour la petite histoire, quand j'ai reçu ma Nintendo Switch au lancement, j'étais en manque de jeux à tester. Mais l'eShop japonais était plus riche en démos, donc je me suis créé un compte, et celle à laquelle j'ai le plus joué, c'était celle de Puyo Puyo Tetris. Un super puzzle game qui arrive à mixer les deux meilleurs puzzle games, Columns et Lumines. Ah non, c'était pas ça. Tu pouvais jouer en multi jusqu'à 4 et je l'ai tellement saigné. Rien que le mode 2 joueurs collait trop bien au concept du Joy-Con que tu peux prêter. Et la démo te laissait enchaîner plein de parties multi, contrairement à la démo française qui est sortie quelques temps plus tard. Je l'ai squatté ce jeu. C'était mon jeu multi du début de vie. Puyo Puyo Tetris sur Vita, c'est moins facile pour jouer à deux. Tu peux pas décrocher les boutons de la console pour les donner à un ami. Le jeu est compatible PS TV, pour y jouer sur une télé, mais vu que ça reste un jeu portable, tu peux pas brancher une deuxième manette pour défier ton pote. Heureusement, je peux me consoler avec le mode solo, que pour le coup j'avais jamais testé. C'est un mode histoire avec une succession de missions à objectifs, c'est super fun aussi. Bon, le scénar je m'en fous, je comprends rien, donc je le passe. De toute façon l'intérêt ici c'est le gameplay. Et autant je trouve que Tetris 99 a ringardisé tous les anciens Tetris, autant ce Puyo Puyo Tetris, parce qu'il intègre aussi le gameplay de Puyo Puyo, il a un twist original unique qui continue de le démarquer. Vous aimez les puzzles ? Eh ben on enchaîne avec Catherine Full Body. Là aussi c'est en Jap, donc malheureusement on va devoir skipper la chouette histoire pour se concentrer que sur la partie puzzle. Oui, vous rêvez pas, nous en Europe on a que la version PS4 et Switch, mais au Japon ils ont eu droit à une cartouche Vita. Je l'ai payé 27€, donc c'était pas donné, mais je le kiffe. Il était dans mon top 10 de la décennie, alors rien que pour la collection, je voulais pas regretter après coup de pas l'avoir pris. C'est ça le truc au Japon, tu sais que tu vas probablement jamais revenir, et quand tu regardes les prix sur internet, tu réalises que si tu changes d'avis après coup, tu vas douiller, ne serait-ce que pour les frais de port. Donc je faisais beaucoup plus d'achats impulsifs, et donc Catherine Full Body, même s'il a une chouette intrigue, c'est aussi un puzzle game très riche, que j'avais tendance à rusher en facile pour avancer dans l'histoire, mais sachant que maintenant je connais déjà toutes les fins, ben sur Vita j'ai décidé de jouer en difficile pour me challenger plus. Donc il va pas rester que sur mon étagère pour faire joli. Lui étrangement, il est pas compatible PS TV malheureusement. Il voulait peut-être pas cannibaliser les ventes de la version PS4. Final Fantasy X-2. Il est sorti chez nous, mais si vous vous souvenez bien, en Europe, il y avait que le FF10 sur la cartouche. Le X-2, c'était un code de téléchargement à usage unique. Donc d'occasion, t'avais qu'un seul des deux jeux. C'est un peu bâtard. Et ils nous ont fait la même chose pour la ressortie sur Switch. Alors qu'au Japon, je vous le donne en mille, il y avait un pack avec les deux jeux en version cartouche. FF10-2, je le porte pas spécialement dans mon cœur, mais ça reste un gros jeu de la Vita. Je voulais l'avoir en physique. Et j'ai lu sur internet que la cartouche comprenait la langue française. Donc je l'ai acheté 3,50€. Pas cher. Sauf que,
Quelle ne fut pas ma surprise en insérant la cartouche dans ma Vita, le jeu était en japonais uniquement. Internet m'aurait-il menti ? Et en fait j'ai compris. Il y a encore pas mal de confusion entre les versions japonaises de jeux et les versions asiatiques. La version japonaise est souvent que en japonais, tandis que la version asiatique, elle est destinée à plein de pays d'Asie, notamment certains qui sont anglophones. Donc là, t'as une chance d'avoir un jeu traduit. Renseignez-vous bien sur internet avant de commander par erreur une version japonaise avec 25€ de livraison. Bon, FF10-2 en japonais, je vais pas l'approfondir sur Vita. Le côté Totally Spice fait bizarre au début, mais en vrai, à l'époque, je me suis plus amusé dessus que sur le 10. J'avais bien aimé le système de combat, et le jeu était bien moins linéaire. Vous aimez les jeux girly ? Je vous présente Dead or Alive Extreme 3. Lui c'est pareil, la version asiatique est traduite en anglais, mais pas la version japonaise. Après là, c'est pas grave, y a pas besoin de comprendre grand chose, faut juste trouver la touche pour zoomer. Les deux premiers étaient exclusifs aux consoles Xbox, et je suis choqué d'à quel point la formule a pas du tout évolué en 3 épisodes. C'est toujours le même jeu. Du beach volley, des mini-jeux dans la piscine, du poker, du blackjack. C'est pas mauvais, hein, mais si t'as déjà joué à un épisode précédent, y a pas trop d'intérêt, je trouve. Mon esprit pervers m'a coûté 19€ sur celui-là. Mais quand tu vois les prix sur internet, rien que pour le revendre, ça vaut le coup. Il est sorti sur PS4 aussi, mais rassurez-vous, la version Vita est également compatible PS TV. Comme ça, pas de jaloux. Walking Dead saison 1. On manque pas d'options pour y jouer à celui-là. Mais encore une fois, le plaisir de l'expérimenter sur l'écran de la Vita, ça se refuse pas. Pour 8€, t'as une version physique qui est pas en français, mais qui est en anglais, donc c'est déjà pas mal. Cela va sans dire, on n'a jamais eu de version physique en Europe, pour la Vita en tout cas. Et ce qui est étrange, c'est qu'au Japon, ça a l'air d'être édité par Square Enix. Et c'est un des rares jeux Vita qui a un PEGI 18. Enfin, je veux dire un 0Z. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir ce qui choque des cultures très différentes les unes des autres. En Occident, c'est surtout la nudité et les trucs sexuels, alors qu'au Japon, ça serait plutôt la violence et les meurtres. Sur cette cartouche, on retrouve donc l'intégralité de la saison 1, la meilleure, de la série culte de Telltales. Leur formule s'est pas mal essoufflée après tout leur jeu, mais cette première saison, elle marche encore très bien grâce à sa chouette intrigue et ce sentiment un peu illusoire de vraiment être en contrôle du scénario. C'est bien rendu. Sur Vita en plus, j'ai pu le tester avec les contrôles tactiles, donc ça faisait une petite nouveauté pas déplaisante. Mais en conséquence, il n'est pas compatible PS TV, même si tu peux parfaitement y jouer avec des boutons. Biohazard Revelations 2, alias Resident Evil Révélation 2. Accrochez-vous, il est en français. Le texte et même les doublages. Il est jamais sorti en physique chez nous, donc pour un jeu gros budget pareil, c'est vraiment trop cool de pouvoir compter sur cette version physique japonaise à peine 15 balles, qui a vraiment tout d'une version pâle comme si elle était sortie chez nous. Parce que figurez-vous que c'est mon seul jeu japonais où le bouton croix et rond sont pas inversés. On valide avec croix et on annule avec rond, comme chez nous. Seulement, si t'en es à ton 10e jeu japonais, t'as déjà eu le temps de réinverser ton cerveau, donc c'est perturbant de retourner sur la configuration normale. Résultat, ce Resident Evil, je préfère y jouer en même temps que mes autres jeux français, vu que l'illusion est totale. Pour rappel, le premier Revelations, il était sorti en exclu 3DS, et c'était un événement sur cette console, parce que le jeu était magnifique, et il utilisait le CirclePad Pro. J'en parle en détail dans ma vidéo sur les jeux dédiés CirclePad Pro, si ça vous intéresse. Revelations 2, en revanche, il a eu une grosse sortie multi-support sur plein de machines, PS4, Xbox One, mais aussi PS3, Xbox 360, PlayStation Vita, donc pour un jeu de 2015, c'est fou. Par contre, pas de version 3DS. Aujourd'hui, c'est dispo sur Switch, mais à l'époque, la seule version portable, c'était la version Vita. Et graphiquement, c'est pas mal. C'est pas très fluide, comme la plupart des gros jeux ambitieux de la machine, mais on s'y fait. Ça se joue bien, comme un jeu de son époque, quoi. Si vous étiez deg de pas avoir The Last of Us sur Vita, c'est encore ce qui s'en rapproche le plus. Même la meuf qui te suit partout, elle a le même doublage que Ellie. Le jeu est bien compatible PS TV, pour les 3 que ça intéresse encore, et tous les épisodes sont inclus dans la cartouche. Parce que oui, il est découpé en épisodes, comme The Walking Dead. C'était la grande mode à l'époque de sortir un jeu au compte-gouttes comme une série. Ça s'est perdu avec le temps. C'est quand même fou comme les tendances changent vite. Dokuro, un autre jeu que j'ai pris parce qu'il était listé comme jouable en français. Et je confirme. C'est étonnant qu'un jeu pareil ait été localisé dans autant de langues. Surtout que c'est un platformer énigme,
Donc dans mon lot de jeux, c'est sûrement celui qui avait le moins besoin d'être traduit. Mais c'est bien, j'aurais jamais pensé à l'acheter sinon. Parce qu'à 11€, il était quand même au-dessus de la moyenne des jeux que je prenais au Japon. Grâce à ce voyage, n'empêche, je découvre plein de titres qui élargissent mes horizons en tant que gamer. Dokuro, il est sympa à jouer, mais faut reconnaître qu'il élargit pas grand-chose. C'est assez classique, enfin disons plutôt simple et efficace. Sous ses airs de jeu flash AAA, il est plutôt sympa si t'as envie de te creuser les méninges, notamment à cause de cette princesse qui avance toute seule et qui va te mettre des bâtons dans les roues pendant que tu résous des énigmes. Mais je me suis amusé dessus. C'était rafraîchissant ce style de jeu qui n'a rien à voir avec ce qui est populaire au Japon. Et il a encore plus de saveur parce que je l'ai trouvé moi-même pendant un voyage, suite à un travail de recherche sur internet. S'il avait juste été offert sur le PS Plus, j'aurais sans doute eu moins d'affect. A noter qu'il utilise le tactile, donc il n'est pas compatible PS-TV. Et il est ressorti sur Switch des années plus tard. Demon Gaze Global Edition, un dungeon RPG qui est resté exclusif Vita presque une dizaine d'années. Il est compatible anglais dans le texte et les doublages. C'est chouette. Mais attention, c'est que pour la Global Edition, pas Demon Gaze standard. Vous trompez pas en achetant votre copie. Il est compatible PS-TV, mais seulement après une courte mise à jour. En soi, le jeu est sorti chez nous, mais jamais je le trouverai à 6€ comme au Japon. D'ailleurs, c'est marrant, dans la plupart des boutiques là-bas, ils donnent une note en fonction de l'état de la boîte, de la cartouche et de la notice. Ça va de A, parfait état, à C, pire état. Ce Demon Gaze Global Edition, il était noté C dans toutes les catégories. Mais alors je comprends pas, j'y trouve aucun défaut, tout est nickel. En France, il serait considéré comme neuf. C'est comme ça au Japon. C'est tellement des maniaques de l'état du jeu qu'ils embauchent les experts de la police criminelle pour analyser ton exemplaire au microscope et à la lampe bleue pour voir si un poil a éventuellement rayé la jaquette. Et donc parfois, le prix peut aller du simple au double entre un exemplaire noté C et un autre noté B. N'ayez pas peur d'économiser, prenez toujours C. Bon, je l'ai pris parce qu'il était traduit, mais c'est un dungeon crawler à la première personne, avec des combats au tour par tour, saupoudrés de phases de dialogue à la japonaise, avec des persos pas toujours très habillés, qui racontent vraiment pas des choses captivantes. C'est un petit RPG pas très ouf, selon nos standards actuels. Mais c'est bien aussi de jouer à des jeux moins ouf, ne serait-ce que pour prendre conscience d'à quel point un très bon jeu, c'est en fait plus exceptionnel qu'on ne le pense. Odin Sphere, Leif Drazir. Lui par contre je me suis fait avoir, c'est la version asiatique qui est traduite. Et puis surtout il est sorti en boîte en France, alors pourquoi je l'ai acheté ? Ben la version PAL, elle est vraiment pas donnée. J'avais l'impression de niquer le système avec ma version Jap à 13 balles. Mais non, elle me sera finalement pas très utile. Sauf si je mate des walkthroughs sur YouTube pour l'histoire et que je garde ma cartouche pour le gameplay. Ça reste un jeu d'action, donc en théorie je peux avancer sans mal. N'empêche, parfois on râle quand les jeux arrivent chez nous en anglais et pas en français, mais faire du shopping au Japon, ça te fait relativiser tes standards. Le japonais, ça devient ta nouvelle norme. Et mine de rien, c'est là qu'on se rend compte qu'un bon jeu, bien fait, reste plaisant à jouer, même si tu comprends pas ce qu'il te raconte. Alors quand par hasard tu retournes sur un jeu traduit en anglais, je te raconte pas, t'as l'impression que c'est ta langue natale, ça fait kiffer. Mais ce qui fait encore plus kiffer, c'est redécouvrir une console avec un nouveau modèle. Donc au Japon, je me suis laissé tenter par une Vita Slim jaune. Ce modèle est exclusif au Japon, il n'est pas sorti chez nous. Et là-bas, pour à peine 70€, avec une carte mémoire 16Go inclus, je me suis laissé tenter. Parce qu'en import, ça serait au moins le double. Et puis c'est une console japonaise, donc elle a aucune rayure, très bon état, c'est ma Vita la plus impeccable. Souvent, on sous-estime l'impact d'avoir une nouvelle couleur. Avec une nouvelle gueule, on a l'impression de redécouvrir la console. Habituellement, je prends toujours mes machines en noir parce que j'aime bien avoir la version la plus classique, mais quand t'as déjà plusieurs Vita, autant se permettre quelques fantaisies quand on achète une nouvelle. Mais du coup, c'est pas impossible que je revende une de mes anciennes PS Vita noire en moins bon état. Ça me remboursera même plus que ce que j'ai payé ma console japonaise, je pense. La PS Vita, elle est dézonée, alors même achetée au Japon, tu peux la mettre en français et jouer aux jeux de tous les continents. Le seul truc, c'est que les boutons X et rond sont inversés dans les menus. On lance un jeu avec rond et pas avec croix. C'est un coup à prendre, comme je vous le disais la dernière fois. Mais si tu hackes ta console, t'as moyen de le modifier pour que ça redevienne comme chez nous. Moi j'ai laissé comme ça parce que de toute façon je comptais jouer à des jeux japonais dessus et eux, in-game aussi, rond et croix sont inversés. Donc comme ça, on s'habitue. D'ailleurs, je vais profiter du reste de la vidéo pour vous présenter plusieurs jeux que j'ai fait dessus ces dernières semaines. À commencer par le jeu que tout le monde possède sur sa Vita
et que je n'ai pourtant jamais présenté sur cette chaîne, Espace de Bienvenue. C'est une petite appli qui permet de tester les fonctionnalités de la console comme l'écran tactile, le pavé tactile arrière, la caméra, le micro ou le gyroscope. J'ai décidé d'en parler parce qu'avant d'acheter ma première PS Vita en 2018, je savais même pas que ça existait ça. Donc je me dis qu'il y a peut-être quelques joueurs parmi vous qui n'ont pas encore franchi le pas et qui au moins maintenant sauront que ce truc existe. Les mini-jeux sont pas hyper intéressants, ils sont pas très attrayants visuellement, il n'y a pas vraiment de graphisme, et pourtant ils sont prenants quelques minutes parce que déjà c'est fluide, ça répond bien, et ils ont tous une dimension scoring. Si tu bats le score cible, tu peux même gagner des trophées, donc c'est considéré comme un vrai jeu Vita, mais fourni de base avec la console. Niveau jeu gratos, c'est pas Astro's Playroom en termes de profondeur, mais c'est mieux que rien. C'est-à-dire que c'est mieux que la guerre des têtes sur 3DS. Ouais, on est là. Vous retrouverez des mini-jeux où faut appuyer sur des chiffres dans le bon ordre, un où faut esquiver des balles en inclinant la console, et un autre où tu peux créer des puzzles avec les objets que tu prends en photo. C'est celui où j'ai le plus de mal. Impossible de débloquer les trophées, je suis nul à chier. Mais je refuse de croire que je suis le seul. On est d'accord, le puzzle il est bien plus dur que tout le reste dans l'espace de bienvenue. Je me suis fait une raison, le 100% sera pas pour moi, donc attaquons maintenant le vif du sujet avec les jeux qui nous intéressent vraiment. Les jeux que j'ai achetés en physique au Japon pour ma toute nouvelle console jaune et blanche. Persona 3 Dancing, Persona 4 Dancing et Persona 5 Dancing que j'ai payé respectivement 13€, 3€ et 8€. En gros, c'est des jeux de rythme qui reprennent les persos et les musiques des 3 opus les plus cultes de la série de RPG la plus populaire d'Atlus. C'est un peu le Theater Rhythm Final Fantasy de Persona. Et ils ont même fait l'effort parfois d'ajouter une histoire, des cinématiques, des dialogues pour justifier scénaristiquement qu'on doive danser. Mais c'est incompréhensible. Parce que le jeu est en japonais, donc forcément je comprends rien. Heureusement, pour un jeu de rythme, c'est pas gênant. Les 3 jeux sont tous sortis chez nous en soi, mais pas tous en physique sur Vita. On va y revenir. D'abord, commençons par Persona 3 Dancing Moon Knight. Très sympa pour se remettre dans le bain avant le remake de l'an prochain. J'ai souvenir que sur PSP, c'était le premier RPG qui m'avait autant surpris pour sa bande-son. Moi qui étais habitué à du médiéval, fantastique, épique, là j'étais dépaysé. Et j'ai franchement bien kiffé. Donc redécouvrir ces musiques tout en appuyant sur des boutons, c'était chouette. Ensuite, Persona 4 Dancing, j'ai légèrement moins d'affect pour son ambiance. Et j'ai pas compris pourquoi, les graphismes étaient moins bons que le 3. Puis, je me suis renseigné. Persona 4 Dancing, c'est le premier jeu de la série des Dancing. Il est sorti en 2015. Et 3 ans plus tard, tel des jeux Pokémon, Atlus a sorti 2 autres Persona Dancing en même temps. Persona 3 et 5. Ce qui explique pourquoi l'interface change et que les animations des persos sont plus travaillées. D'ailleurs, je trouve que c'est un jeu assez beau, mais vu qu'on est concentré sur les touches qui défilent, on regarde pas le centre de l'écran. D'un autre côté, c'est pas toujours stratégique de suivre les touches du regard. Si tes yeux se posent en bas à droite, tu vas peut-être pas remarquer s'il se passe des choses en haut à gauche. Donc ma supposition, c'est qu'à haut niveau, en fait, tu regardes juste le centre de l'écran, pour une visibilité totale des touches et des persos qui se dandinent. Et là, quand tu commences à prendre le coup de main, tu rentres dans une sorte de flow rythmique envoûtant, assez satisfaisant. Mais je pense qu'il faut avant tout avoir un minimum d'affect pour Persona pour s'intéresser à ces jeux. Persona 5 Dancing est donc très similaire au 3, si t'enlèves les héros et la setlist. Ils sont pas sortis en physique chez nous sur Vita. En même temps, 2018, ça faisait tard pour notre console de cœur. Persona 4 Dancing me plaît moins, mais il a le mérite d'avoir un mode histoire bien plus scénarisé. Et lui, il est bien sorti chez nous en boîte. Mais je vois que je suis en train d'en perdre quelques-uns avec ce tunnel sur Persona. Qu'est-ce que je peux bien trouver pour vous réveiller? Ah, je sais, un petit Senran Kagura Shinobi Versus peut-être. Payer 3€ dans un book-off au Japon. Je vous ai déjà parlé de cette série dans des vidéos 3DS. Bah là, c'est à peu de choses près la même chose. Toujours des vêtements qui se déchirent, toujours des nichons gélatineux avec une gravité réglée sur minimum, mais sans 3D relief cette fois. Je suis toujours subjugué qu'une série comme ça puisse exister. Mais c'est ça le miracle japonais. Par contre, niveau difficulté, il est pas tendre. Faut le mériter pour voir son adversaire à poil. On peut rapidement se faire enchaîner sans rien pouvoir faire pour contrer. Ou alors c'est juste moi qui sais pas jouer.
S'il y a des experts de Senran Kagura ici, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour donner vos meilleurs conseils. La communauté vous remerciera. Avec Exist Archive, on est sur quelque chose de plus sage. Un RPG tour par tour, mais avec des déplacements en 2D type Metroid. Il n'est pas sorti en physique en Europe, mais au Japon, il est qu'en japonais, donc je comprends pas l'histoire. Enfin bon, à 2€ le jeu en boîte, je fais pas la fine bouche. J'ouvre mes chakras et je tente des trucs. J'ai quand même réussi à avancer dans le jeu, seulement je trouve que le côté speed des déplacements dans les zones contraste trop avec le côté lent des combats au tour par tour. Donc ça a fini par me saouler. Mais faut reconnaître qu'il a des décors stylés. C'est pour ça que je l'avais acheté. Poil au pied. Taiko no Tatsujin V version. Mon jeu de rythme préféré sur les bornes d'arcade au Japon. Il y a un côté très plaisant à taper sur un tambour avec des bâtons. Bien plus qu'avec des mains sur des bongos de Donkey Konga. Seulement la borne d'arcade, je vais pas pouvoir l'amener avec moi. Donc je me suis tourné vers ce portage Vita pour 6€. Ouais, je continue de vous donner les prix en euros, c'est plus simple pour vous. Parce qu'en yens, la plupart des gens se représentent pas bien à quel point les prix sont bas là-bas. Mais laissons l'économie de côté et revenons à nos tambours, qui, comme vous vous en doutez, n'existent pas réellement sur Vita. Donc on utilise simplement les boutons pour les remplacer. C'est moins immersif, mais ça a le mérite d'être précis pour le coup. Les boutons de façade pour le rouge et les gâchettes pour le bleu, mais tu peux modifier les commandes dans les options. Forcément, il y a une bande son très japonaise, à base de J-pop, J-rock, générique d'animé, dont je suis pas très friand de base, mais après un séjour au Japon, l'oreille s'habitue, et jouer sur ces musiques, ça me rappelle des bons souvenirs. C'est un jeu de scoring plutôt addictif. Quand tu finis une chanson, ça te met une petite couronne sur le menu, et ça donne envie d'en avoir plein partout. On enchaîne avec un jeu qui lui par contre n'est pas exclusif au Japon, Everybody's Golf 6. Parce que oui, chez eux c'est numéroté. Chez nous c'était juste Everybody's Golf. J'aurais pu l'acheter en pâle vous me direz, mais l'aurais-je trouvé à 4€? Et puis c'est pas comme s'il y avait la barrière de la langue dans un jeu de golf. T'as une balle et faut taper dedans pour la mettre dans le trou. Plus je joue à des jeux de golf, plus je réalise que sous leurs airs de jeux qui se ressemblent tous, c'est pas toujours simple de faire un jeu simple, qui soit tout de suite amusant. Mais Everybody's Golf sur Vita y arrive, et en plus c'est beau graphiquement. J'ai pas grand chose à en dire, c'est du golf, mais parce qu'il m'a quand même bien diverti dans certains déplacements pendant que j'écoutais des podcasts, je tenais à le mentionner. Airship Q. Un peu comme Dokuro dans la dernière vidéo, c'est un jeu dont j'ignorais l'existence, mais que j'ai découvert en cherchant des listes de jeux japonais traduits. Lui, après une mini-update, il est jouable en anglais. Et j'ai l'impression que quand c'est traduit, ça a un impact sur le prix. 13€ pour celui-là. C'est pas énorme, mais c'est quand même 4 fois plus que la plupart des jeux full Jap. C'est un action platformer qui a l'air de se passer dans des niveaux générés aléatoirement, avec des mécaniques de gameplay très proches de Minecraft, à base de creusage, de collecte de matériaux et de craft pour explorer la map. Ça paye pas de mine, on dirait un projet étudiant sur Game Maker, et c'est pas du tout mon style de jeu. Je me suis un peu forcé à continuer de jouer, vu que je le ramène de loin, je voulais lui laisser une chance. J'ai quand même trouvé des interactions environnementales intéressantes, à base de gravité pour faire s'effondrer des plateformes ou dévier le cours de l'eau. C'est pas idiot, mais alors c'est laborieux à jouer. C'est pas très rapide et nerveux. Quitte à creuser en boucle, je préfère un SteamWorld Dig. Donc Airship Q au final, ok il est traduit, je comprends ce qu'il raconte, mais je m'amuse moins que dans plein d'autres jeux full Jap qui sont pourtant incompréhensibles pour moi. Je vais répéter ce que j'ai dit la dernière fois, on n'est pas toujours obligé de comprendre la langue pour s'amuser avec un gameplay. Après tout, c'est comme ça qu'on jouait quand on était petit, avant de savoir lire. Donc aucun regret. C'est ça la dure vie d'un archéologue du gaming, on doit bien fouiller partout pour trouver des pépites. Atelier Ayesha Plus. Je vous ai déjà parlé de cette série de RPG tout chill, donc je vais passer vite. Il n'y a pas autant d'enjeux scénaristiques que dans des wannabe Final Fantasy, mais c'est ça que j'aime bien dans les ateliers. C'est différent et reposant, tout en s'appuyant sur un gameplay solide. C'est pas très connu chez nous, mais au Japon c'est un gros truc. Quand j'y suis allé, Atelier Risa 3 venait de sortir, et ça se sentait que c'était populaire. Rien qu'à la façon dont c'était mis en avant dans les rayons. Il y avait autant d'exemplaires que pour la sortie d'un FIFA chez nous, ça m'a choqué. Moi j'ai la trilogie des Ateliers Dusk sur PS3, qui ont ensuite été portés sur PS Vita, mais jamais en physique en Europe, à part le 3e épisode. Atelier Ayesha, c'est le premier de la trilogie, donc ça me faisait kiffer de posséder un exemplaire en boîte. Mais vous, faites pas ça, hein. Même à 6€, il est pas traduit, donc à moins que vous connaissiez déjà un peu le jeu, vous allez vite être bloqué. Et enfin, j'ai acheté ce jeu. Comment vous prononceriez ça ? Moi je lis
Ciel Rogourgo. Je me le suis pris parce qu'à 2 € la jaquette m'a intrigué. Voir des caractères romains sur un jeu Jap, c'est pas banal. Ça m'a rendu curieux. Et donc non, après je me suis renseigné, c'est juste qu'ils savent pas écrire. C'est pas Ciel Rogourgo, c'est Ciel Nosurge. Faut le voir, hein. C'est un visual novel slash jeu de drague slash Tamagotchi, on dirait. On peut caresser la tête de la fille. Il y a une dimension online de ce que je vois, mais je sais pas pourquoi. J'ai rien compris à ce jeu. J'appuyais partout pour qu'il se passe des choses, et il s'est pas passé grand chose. Donc c'est plutôt réussi. Et par ça, j'entends que c'est plutôt de la merde. On a ce genre de surprise quand on achète des jeux au hasard. Mais c'est aussi ça, la beauté du Japon. Maintenant, vous devriez avoir eu un assez bon aperçu de ce qu'on trouve sur Vita pour savoir si c'est pour vous. Pendant des années, je vous recommandais de l'acheter si vous cherchiez une petite console purement portable, parce que c'était beaucoup plus abordable qu'une Switch. Mais depuis, les temps ont changé. La Vita a monté de prix, la Switch Lite est trouvable à peine 100 € d'occasion, et maintenant, elle a beaucoup plus de jeux, donc la question se pose. C'est laquelle la meilleure ? Ça tombe bien, j'y ai déjà répondu. Vos désirs sont des ordres, Baptiste. Alors vous le savez, j'aime bien la Switch, c'est elle qui m'a permis de construire une petite communauté sur ma chaîne YouTube dès 2017. Mais je vous avoue, ces derniers temps, j'y joue pas trop. Je suis plutôt sur du rétro. Et comme vous l'avez sûrement vu dans mes dernières vidéos, je suis devenu un fan de PS Vito. Ça va Vito ? Alors bizarre, qu'est-ce qu'il y a ? Bien ? T'as vu ? Je surkiffe la dernière console portable de Sony. Mais cet amour est-il bien raisonné ? N'est-ce pas juste pour faire mon hipster élitiste ? Je l'ignore. Mais aujourd'hui, il est temps de trancher. Voici le duel au sommet. Nintendo Switch versus PlayStation Vita. C'est maintenant. La meilleure croix, c'est la Vita. Les boutons, c'est la Vita. Le joystick, la Switch. Mais avec le Joy-Con Drift, non, c'est la Vita. L'écran, sa qualité et sa taille, c'est la Vita. La console la plus ergonomique, c'est clairement la Vita. Le pavé tactile arrière, c'est la Vita. La Switch n'en a pas. Et la caméra, je vous le donne en mille, c'est... C'est la mer noire. Non, c'est la Vita. Mais alors pourquoi tout le monde s'en branle ? Bah parce qu'il n'y a pas besoin de tout ça pour faire une bonne console portable. Faut juste une bonne ergonomie et de bons jeux. Alors oui, la prise en main de la Vita est excellente pour une machine portable. Mais elle montre ses limites pour les gros jeux 3D. Le fait que le joystick gauche soit bas et qu'il manque des boutons comme R2 et R3, ça oblige à utiliser le tactile sur certains jeux, notamment quand tu joues en Remote Play PS4. La Nintendo Switch, elle a pas besoin de Remote Play. Ton Witcher 3, il tourne direct sur ta bécane. Et il lui manque aucun bouton pour porter l'intégralité des jeux récents. Sur Vita, y a que des vieilleries. Qui ont bien vieilli, hein, mais des vieilleries quand même. C'est sorti il y a longtemps, quoi. Alors que sur Switch, rien à voir. Il y a que des vieilleries aussi, mais qui sont sorties sur Switch récemment. Et qui coûtent 50 balles, alors que c'est des portages. Parce qu'il faut rembourser les nouvelles campagnes de pub. C'est ça qui nous trompe en fait. Quoi qu'on en dise, le marketing, on y est tous réceptifs. Et ça va jouer sur nos désirs. Donc forcément, Sony qui vous envoie plus aucune pub sur la Vita, c'est tout de suite moins tentant. Mais une console morte, ça se craque. Ou alors ça chope des jeux d'occasion moins chers. Alors oui, certains jeux Vita coûtent très cher aujourd'hui, mais à l'époque où c'est sorti, c'était pas que les jeux de niche, c'était tous les jeux qui coûtaient méga cher, même les jeux de mort comme maintenant sur Switch. Donc franchement, aujourd'hui, on s'en tire bien sur une Vita. Quand tout le catalogue est déjà sorti, c'est plus facile d'avoir du recul sur à quoi il faut jouer. Et on peut faire de belles découvertes. Alors que sur Switch, on n'a aucun recul encore. Dans 10 ans, les 2 tiers des jeux que t'as payé plein pot, tout le monde s'en tapera et toi le premier. Mais tout le monde ne vit pas dans une grotte à attendre qu'une console soit morte pour se jeter sur sa carcasse. Il y en a qui aiment vivre l'instant présent. Ok, on se fait berner par les marketeurs de Nintendo, mais si on est tous dans le même panier, eh ben on partage notre passion du gaming ensemble, et en même temps sur les mêmes jeux. Ça fédère, et ça crée finalement des moments mémorables qu'on se rappellera avec nostalgie. Alors que va trouver quelqu'un dans ton cercle qui joue au même jeu Vita que toi au même moment, bon courage, hein, ça va plutôt être une aventure en solitaire. Mais le jeu vidéo c'est pas que suivre la mode. Comment trancher entre une super petite console pas trop chère, parfaite pour le jeu nomade, avec plein de jeux pas très connus, mais plein de surprises si tu maîtrises l'anglais, et une console moins ergonomique certes, plus chère, mais que tu peux brancher sur la télé pour te lancer les titres les plus inventifs que Nintendo n'ait jamais conçus, si t'as assez de thunes. Finalement, c'est dur de départager 2 consoles qui ont une proposition aussi différente aujourd'hui. C'est comme débattre de ce qui est le meilleur entre l'oxygène et la nourriture. Les deux sont pas mal. Mais je suis pas du genre à me laisser dégonfler si facilement. Je vais trancher. Je vais vous dire laquelle est la meilleure console qu'il vous faut impérativement posséder cette année. Et c'est... la Wii U.